Sous les pavés de la ville lumière se cache un royaume où le soleil ne brille jamais. Tout commence au XVIIIe siècle, quand les cimetières de Paris arrivent à saturation. Le cimetière des Innocents, en plein cœur de la ville, devient un foyer d'infection insupportable. En 1780, l'effondrement d'une fosse commune projette des cadavres directement dans les caves des habitants. L'odeur de la mort empeste les rues, forçant les autorités à prendre une décision radicale. Pendant des mois, des charrettes bâchées traversent Paris sous le couvert de la nuit. Des prêtres en soutane noire escortent les convois en récitant des prières à la lueur des flambeaux. Des millions d'ossements sont ainsi déversés dans les anciennes carrières de calcaire abandonnées. C'est ainsi que naît l'ossuaire municipal, plus connu sous le nom de catacombe. À l'entrée, un avertissement gravé dans la pierre glace le sang. Arrêtez, c'est ici l'empire de la mort. Mais ce que les officiels n'avaient pas prévu, c'est que ces lieux ne resteraient jamais vraiment paisibles. Rapidement, des bruits étranges commencent à remonter des profondeurs. Les ouvriers chargés de l'entretien parlent de courants d'air là où il ne devrait y avoir aucun vent. D'autres jurent avoir vu des ombres se mouvoir entre les piles de fémur. Le réseau est immense, s'étendant sur plus de 300 km sous les pieds des Parisiens. Moins de 2 km sont aujourd'hui ouverts au public, laissant le reste dans l'ombre totale. C'est dans ces zones interdites que les histoires les plus folles prennent racine. Car les catacombes ne sont pas qu'un cimetière, elles sont une capsule temporelle hantée. Une ville sous la ville où chaque pas résonne comme un battement de cœur dans le vide. 6 millions de consciences qui semblent attendre que quelqu'un vienne troubler leur repos. Pourquoi certains se sentent-ils observés dès qu'ils franchissent le seuil ? La réponse se trouve peut-être dans les archives oubliées de ceux qui y ont travaillé. Avant d'être un ossuaire, ces galeries étaient des carrières actives pour bâtir Paris. Les carriers vivaient dans la poussière et l'humidité au rythme des effondrements meurtriers. Parmi eux, un homme a laissé une trace indélébile dans la pierre. François Descures, un ancien soldat, a passé des années à sculpter ses souvenirs. Il a péri ici même, enseveli par sa propre création, en essayant de construire un escalier. On dit que son esprit rôde toujours près des maquettes de la citadelle de Minorque. Les visiteurs rapportent une atmosphère si lourde qu'il devient difficile de respirer. Comme si la pierre elle-même gardait la mémoire de l'agonie de Descures. Ce n'est que le début des phénomènes inexpliqués qui hantent ce labyrinthe. Pourquoi 6 millions de morts resteraient-ils sagement à leur place ? La nuit, les galeries s'animent de murmures que seuls les plus braves osent écouter. Certains entendent des voix familières les appeler par leur prénom depuis les ténèbres. Si vous répondez, vous risquez de ne jamais retrouver le chemin de la surface. Les catacombes sont un piège pour l'esprit autant que pour le corps, une frontière ténue entre notre monde et celui qui nous attend tous. Chaque couloir est une archive de souffrance et d'histoire. Mais au-delà de l'histoire, il y a des événements que la science ne peut expliquer. Car sous Paris, la musique de la mort continue de jouer pour ceux qui savent l'entendre. Le silence des catacombes n'est jamais vraiment total pour ceux qui osent s'aventurer dans les galeries de la zone sud. C'est ici, loin des ossements empilés, que repose le souvenir d'un homme nommé François Descures. Ancien soldat de l'armée royale, cet homme a troqué son épée pour le ciseau du carrier à la fin du XVIIIe siècle. Blessé au combat, il chercha la paix dans l'obscurité fraîche des entrailles de Paris. Pendant 5 longues années, Descures a entrepris une œuvre monumentale en solitaire au milieu du chaos rocheux. Il a commencé à sculpter la pierre pour recréer les souvenirs de sa captivité à Port-Mahon, à Minorque. Sous ses mains expertes, le calcaire brut s'est transformé en citadelle, en port et en palais miniature. Chaque coup de maillet était une tentative de ramener la lumière de la Méditerranée dans cette crypte sans fin. Ses collègues carriers le regardaient avec un mélange d'admiration et d'incompréhension face à cette dévotion. Il travaillait souvent après ses heures de labeur, seul avec son imagination et ses fantômes. Mais le sol de Paris est une créature capricieuse qui ne supporte pas toujours d'être ainsi façonnée. Un jour funeste de l'année 1782, un grondement sourd a déchiré le silence pesant de la galerie. Descures a tenté de s'échapper, mais la terre a réclamé son tribut avec une violence inouïe. Un éboulement massif a enseveli l'artiste sous des tonnes de gravats, juste à côté de ses sculptures. On raconte qu'il a survécu plusieurs jours,
piégé dans une poche d'air au milieu de l'obscurité totale. Ses cris ont résonné contre les murs qu'il avait si amoureusement décorés. Lorsqu'on a enfin réussi à dégager son corps, François Descures avait déjà rejoint le royaume des ombres. Il est mort pour son art, devenant la première victime célèbre des carrières avant leur transformation en ossuaire. Aujourd'hui encore, les visiteurs des catacombes s'arrêtent devant ces maquettes de pierre pétrifiées dans le temps. Certains disent entendre le bruit d'un maillet frappant la pierre lorsque les lumières s'éteignent. L'esprit de l'artiste semble lié à jamais à cette citadelle souterraine qu'il n'a jamais pu achever. Sa tragédie rappelle que sous les rues pavées de Paris, chaque pierre a une histoire écrite avec du sang. Mais le sacrifice de Descures n'était que le début d'une longue série de morts étranges dans ces lieux. Peu de temps après ce drame, les autorités ont décidé de murer certaines sections pour éviter d'autres accidents. Cependant, le besoin d'espace pour les 6 millions de cadavres parisiens a forcé la réouverture des galeries. La beauté des sculptures de Descures contraste violemment avec l'horreur des murs d'ossements voisins. L'artiste cherchait la vie dans la pierre, tandis que la ville y déversait ses morts. Les cataphiles modernes, ces explorateurs de l'interdit, vouent un culte particulier à ce lieu. Ils savent que s'attarder trop longtemps près de Port-Mahon, c'est risquer de ressentir l'oppression de la terre. La légende dit que Descures a gravé un dernier message secret dans une partie cachée de son œuvre. Un message qui avertirait ceux qui cherchent à percer les mystères de l'Empire de la Mort. Pour le visiteur ordinaire, ce n'est qu'une étape de plus dans le parcours balisé. Mais pour ceux qui écoutent le silence, le martèlement de Descures ne s'est jamais arrêté. Sa vie s'est terminée dans le noir, mais son œuvre brille comme un phare dans l'abîme. Nous devons à cet homme la preuve que l'humanité peut fleurir même dans les endroits les plus stériles. Chaque ville a ses fondations, et Paris a choisi de construire les siennes sur des génies oubliés. Pourtant, le repos éternel n'est pas garanti à tout le monde dans ce labyrinthe de calcaire. Car si Descures est resté pour protéger son œuvre, d'autres forces se sont éveillées avec l'arrivée des ossements. Des événements bien plus étranges allaient bientôt transformer ses carrières en un théâtre de l'absurde. Des années plus tard, les morts allaient être invités à une fête que personne n'aurait pu imaginer. Préparez-vous à entrer dans une nuit où la musique défie le silence de la tombe. Mais attention, car une fois que l'orchestre commence à jouer, les portes se referment derrière vous. Entendez-vous ce premier accord qui résonne déjà dans le lointain des galeries ? La mélodie s'élève désormais avec une clarté troublante sous les voûtes de pierre calcaire. Nous sommes le 2 avril 1897, au cœur d'une nuit sans lune dans les rues de la capitale. Une centaine d'invités triés sur le volet convergeant discrètement vers l'entrée secrète de la rue de la Tombissoire. Ils ne sont pas ici pour une simple visite guidée, mais pour un événement illégal et sans précédent. Les gardiens ont été soudoyés pour fermer les yeux sur cette profanation mélodique. L'air devient lourd et glacial alors que les invités descendent les 90 marches en colimaçon. Le froufrou des robes de soie frotte contre les murs couverts de salpêtre. L'odeur de terre humide et de poussière d'os saisit les aristocrates à la gorge. Soudain, la galerie s'élargit pour révéler une chambre transformée en salle de concert improvisée. Des chaises en velours ont été transportées dans ce labyrinthe pour le confort de l'élite. Au centre, un orchestre de 40 musiciens accorde ses instruments dans un silence de mort. Le chef d'orchestre lève sa baguette, son ombre s'étirant démesurément sur les milliers de crânes. Les premières notes de la marche funèbre de Chopin déchirent l'obscurité. La musique résonne avec une acoustique étrange, absorbée par les restes poreux des 6 millions d'âmes. Chaque note semble être un hommage ou une provocation envers ceux qui dorment ici. Les musiciens jouent la danse macabre de Saint-Saëns, imitant le cliquetis des os sur les violons. Un frisson collectif parcourt l'assemblée lorsque des ombres semblent danser sur les parois. Certains spectateurs commencent à se sentir mal, oppressés par le manque d'oxygène. La chaleur humaine et les bougies consument l'air rare de ce tombeau géant. Pourtant, personne ne quitte son siège, fasciné par cette expérience aux frontières du sacré. À minuit pile, le chef d'orchestre fait signe d'arrêter toute musique. Un silence absolu et pesant retombe sur les catacombes. C'est alors qu'un craquement sec se fait entendre loin derrière le public. Des têtes se tournent nerveusement vers les galeries non éclairées. Est-ce le bruit de la pierre qui travaille ou quelque chose d'autre qui s'est réveillé ?
Une plainte lointaine, presque comme un soupir, semble répondre au dernier accord de violoncelle. Paniqués, les organisateurs pressent les invités de remonter vers la surface. Le concert se termine dans une bousculade étouffée par la peur irrationnelle. Le lendemain, la presse parisienne parle de cet événement avec horreur et fascination. Mais certains récits mentionnent que 3 personnes n'auraient jamais repassé la grille. Des chaises vides sont restées là, abandonnées au milieu des fémurs et des tibias. Les cataphiles d'aujourd'hui jurent que par certaines nuits d'avril, la musique reprend. On entendrait un piano désaccordé résonner à travers les canalisations de la ville. Les murs des catacombes ne se contentent pas de porter le poids de la terre, ils emprisonnent les sons, les cris et les mélodies des siècles passés. La pierre calcaire agit comme un enregistreur macabre de l'histoire parisienne. Les explorateurs modernes rapportent des phénomènes sonores impossibles dans ces galeries. Des chuchotements qui ne proviennent d'aucune gorge vivante. Mais le concert de 1897 n'était que le début de la fascination pour l'au-delà. Car dans le silence qui a suivi la musique, les murs ont commencé à répondre. Entendez-vous ces murmures qui montent maintenant du sol, appelant votre nom dans le noir? Les échos du concert de Chopin s'effacent pour laisser place à un silence bien plus lourd et étouffant. Dans ces profondeurs, le silence n'est jamais une absence de son, mais une présence qui vous observe. Vous commencez à percevoir un léger sifflement qui semble filtrer à travers les fissures du calcaire poreux. Ce phénomène porte un nom parmi les rares habitués de l'ombre, les murs qui murmurent. Ce ne sont pas des paroles distinctes, mais une tapisserie de voix étouffée qui semble venir de partout. Parfois, un mot se détache de la masse, comme un prénom prononcé par un être cher disparu. La science tente d'expliquer cela par la pareidolie acoustique, une ruse du cerveau face au vide. Pourtant, comment expliquer que plusieurs personnes entendent exactement le même avertissement au même instant? Les murs de Paris absorbent l'histoire, mais ils semblent aussi la recracher de manière aléatoire. Soudain, le bruit du vent s'intensifie, imitant le cri d'une foule en colère sous vos pieds. Les anciens ouvriers des carrières craignaient déjà ces bruits qu'ils attribuaient aux esprits de la terre. Pour un explorateur égaré, ces voix deviennent des guides trompeurs vers des impasses sans issue. Imaginez marcher pendant des heures, attiré par un appel qui s'éloigne à chaque pas. La fatigue et l'obscurité transforment alors le moindre craquement en un rire sardonique. On raconte l'histoire d'une jeune femme qui a suivi la voix de sa mère jusqu'à s'emmurer vivante. Elle n'a été retrouvée que des mois plus tard, les doigts usés à force d'avoir gratté la roche. Dans les secteurs non cartographiés, les murmures deviennent des ordres impérieux. « Éteins ta lampe » semble dire une voix glaciale juste derrière votre oreille. L'instinct de survie lutte contre une curiosité morbide qui vous pousse à obéir. Si vous cédez, l'obscurité totale devient un terrain de jeu pour des entités invisibles. Les catacombes ne sont pas seulement un cimetière de corps, mais un dépotoir de souvenirs perdus. Chaque pierre a absorbé les derniers soupirs de ceux qui ont péri ici par accident. L'air vicié transporte ces sons sur des kilomètres à travers le réseau complexe de ventilation. On entend parfois le bruit de pas lourds qui courent sur le plafond, défiant les lois de la gravité. C'est à ce moment que la panique s'installe, transformant le calme en une fuite désespérée. Mais courir dans les catacombes est la pire erreur que l'on puisse commettre. Une chute, une cheville brisée, et vous devenez une partie permanente du décor. Les murmures s'arrêtent brusquement lorsque vous tombez, vous laissant dans un vide terrifiant. Puis ils recommencent, mais cette fois, ils sont beaucoup plus proches, juste derrière votre cou. Des explorateurs racontent avoir vu des silhouettes se dissoudre dans les murs dès qu'ils tournaient la tête. Certains pensent que les 6 millions de morts cherchent désespérément à raconter leur histoire. D'autres croient que les murs sont des portails vers une dimension où le temps n'existe plus. Les bruits de pleurs d'enfants ont souvent été signalés près de l'ancien cimetière des Innocents. Ces sanglots percent l'obscurité, brisant le cœur et la raison de ceux qui les entendent. Si vous restez trop longtemps dans une pièce à écouter, vous ne voudrez plus jamais en sortir. Les experts en acoustique expliquent que la forme des galeries crée des foyers sonores imprévisibles. Un murmure poussé à 1 kilomètre peut résonner juste à côté de vous par un effet de miroir. Mais la science ne peut expliquer la sensation d'une main glacée qui se pose sur votre épaule.
La vérité est que les catacombes ne sont pas mortes, elles vibrent d'une énergie malveillante. Soudain, toutes les voix se taisent, laissant place à un grognement bestial qui s'approche. Ce n'est plus l'écho d'un homme que vous entendez, mais le souffle d'un prédateur millénaire. Les légendes parlent d'un chien noir, mais ce que vous voyez maintenant dans la pénombre dépasse toute imagination. La silhouette massive qui se découpe dans le tunnel n'a rien d'humain. Les yeux rouges du molosse brillent comme des braises oubliées au fond d'un brasier. On l'appelle le chien noir, le gardien spectral des zones interdites aux cataphiles. Sa présence précède souvent une disparition tragique ou un égarement fatal. Le silence ici est soudainement brisé par un grognement qui semble vibrer dans les os même du spectateur. Les anciens racontent que cette bête n'est pas de notre monde, mais le chien n'est pas la seule âme errante à hanter ces galeries de calcaire. Un homme filiforme, vêtu de haillons d'une autre époque, apparaît parfois au détour des couloirs. Il ne parle jamais, se contentant de pointer un doigt décharné vers la direction opposée. Ses yeux sont des puits vides qui semblent aspirer la lumière de votre propre torche. Est-ce un protecteur qui tente d'écarter les vivants du danger? Ou est-ce un prédateur affamé de compagnie dans sa solitude éternelle? Les témoignages concordent sur une sensation de froid glacial dès que le spectre approche. Soudain, la lampe frontale commence à grésiller sans raison apparente. Dans le noir total, le bruit de griffes sur la pierre se rapproche rapidement. Une odeur de soufre et de décomposition envahit l'espace restreint. Certains disent que le chien noir est l'esprit d'un ancien carrier mort au travail. D'autres croient qu'il s'agit d'une entité invoquée pour protéger les secrets de l'Empire de la Mort. La bête ne semble pas vouloir attaquer, elle se contente de traquer. Chaque fois que vous vous retournez, elle a gagné quelques mètres de terrain. Le spectre de l'homme, lui, semble vouloir vous mener vers un lieu précis. Il traverse les parois massives comme s'il s'agissait de simple fumée. Vous vous retrouvez soudain face à une grille scellée par des chaînes rouillées. Le chien noir s'arrête devant la grille, bloquant le seul chemin de retour. Son souffle chaud frôle maintenant votre nuque malgré la distance apparente. Pourquoi ces entités choisissent-elles certaines victimes plutôt que d'autres? On raconte qu'elles ne s'attaquent qu'à ceux qui manquent de respect au repos des morts. Le spectre de l'homme réapparaît derrière la grille, vous observant avec pitié. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne parvient à franchir le métal. Le chien pousse un hurlement déchirant qui résonne à travers les kilomètres de galeries. La terre commence à trembler sous vos pieds, faisant tomber des fragments de crâne. Vous devez fuir, mais les deux créatures vous encerclent maintenant. Est-ce une épreuve pour tester votre courage? Ou est-ce simplement la fin d'un voyage imprudent dans les entrailles de Paris? La patte du chien laisse des traces de brûlure sur le sol humide. Le spectre tend soudainement une clé ancienne à travers les barreaux de la grille. Au moment où vous la saisissez, le froid qui s'en dégage vous paralyse le bras. Le chien noir saute, non pas sur vous, mais sur la porte qui s'ouvre d'elle-même. Une lumière rougeoyante s'échappe de la nouvelle ouverture, révélant un escalier qui descend encore plus profondément. Derrière cette porte, vous ne trouverez pas la sortie, mais l'entrée véritable de ce que les anciens appelaient l'enfer. La porte qui se dresse devant nous semble avoir été forgée dans les cauchemars les plus profonds de l'histoire parisienne. Les symboles gravés sur le linteau de pierre ne ressemblent à aucun alphabet connu des historiens officiels. Une odeur de soufre et de cire brûlée flotte encore dans l'air froid de cette galerie oubliée. On raconte que cette entrée mène à un réseau secondaire dont aucune carte ne fait mention. Les cataphiles les plus expérimentés refusent catégoriquement de s'approcher de ce secteur précis. En franchissant ce seuil, les lois de la surface semblent s'évaporer pour laisser place au chaos. Les murs ici ne sont plus faits de simples pierres, mais de crânes soudés par une substance noirâtre. Nous entrons maintenant dans la chambre des rituels, un espace sacré pour ceux qui vénèrent le néant. Au centre de la pièce trône un autel de calcaire couvert de taches sombres et indélébiles. Les échos de chants grégoriens déformés semblent encore rebondir contre les parois humides. Des restes de bougies noires jonchent le sol, disposés selon une géométrie précise et inquiétante. On murmure que des sociétés secrètes se réunissent ici depuis le 19e siècle pour défier la mort. Ces hommes et ces femmes cherchaient à ouvrir un passage entre notre monde et l'au-delà. Le silence ici est si lourd qu'il semble peser physiquement sur nos épaules.
Soudain, le reflet d'une lame métallique brille dans un coin reculé de la salle. Des inscriptions en latin vulgaire maudissent quiconque oserait profaner ce sanctuaire. Il est évident que les activités pratiquées ici n'avaient rien de symbolique ou de théâtral. L'air devient soudainement glacial, comme si toute chaleur était aspirée par les murs. J'ai l'impression que les orbites vides des crânes nous observent avec une intensité malveillante. Des rumeurs persistantes parlent de disparition de curieux qui auraient trouvé cette porte. La police n'entre jamais ici, craignant les effondrements ou les rencontres malencontreuses. La porte de l'enfer n'est pas qu'une métaphore, c'est une réalité physique pour ceux qui l'ont franchie. Pourquoi avoir choisi cet endroit précis, à des dizaines de mètres sous le tumulte de Paris? La convergence des énergies telluriques semble être l'explication privilégiée par les occultistes. Dans les années 70, un groupe de jeunes gens aurait filmé une cérémonie avant de s'enfuir en hurlant. La pellicule retrouvée des années plus tard ne montrait que des ombres mouvantes et des cris. Nous marchons sur un sol qui a bu le sang de sacrifice dont personne ne veut parler. Chaque pas résonne comme un sacrilège dans ce temple de la souffrance éternelle. On dit que les esprits invoqués ici n'ont jamais vraiment quitté les lieux. Ils attendent patiemment qu'une âme imprudente leur redonne une consistance physique. Le vent commence à siffler à travers les fissures de la roche, imitant des gémissements humains. Les symboles sur les murs commencent à briller d'une lueur rougeâtre imperceptible au premier regard. Nous ne devrions pas rester ici une seconde de plus, car l'atmosphère devient toxique. Les ombres sur les murs s'allongent de manière surnaturelle, s'approchant de nos pieds. La porte par laquelle nous sommes entrés semble maintenant plus lointaine, presque inaccessible. Quelque chose vient de tomber lourdement dans le fond de la salle, brisant le silence. Les murmures que nous entendions plus tôt se transforment en une litanie obsédante. La porte de l'enfer s'apprête à se refermer et elle exige un tribut pour nous laisser partir. Nous courons vers la sortie, mais les galeries semblent se multiplier devant nos yeux. C'est alors que j'aperçois une silhouette familière, debout au milieu du chemin, nous barrant la route. Ce n'est pas un fantôme, mais un homme tenant un vieux trousseau de clés qui cliquette dans le vide. La silhouette à l'aspect spectral fait teinter ses clés avec une régularité mécanique qui glace le sang. Ce bruit métallique résonne contre les parois de calcaire comme un écho venu tout droit du XVIIIe siècle. L'homme que nous suivons semble ignorer notre présence, son regard restant fixé sur l'obscurité insondable. Il porte le nom de Philibert Aspert, un simple portier de l'hôpital du Val-de-Grâce disparu en novembre 1793. Personne ne sut jamais exactement pourquoi cet homme s'était aventuré seul dans ce labyrinthe interdit. Certains racontent qu'il cherchait les caves secrètes d'une brasserie voisine pour y trouver un trésor liquide. Mais les catacombes ne pardonnent pas à ceux qui s'y engagent sans fil d'Ariane ou connaissance du terrain. Philibert s'enfonça de plus en plus profondément, s'éloignant irrémédiablement de la sortie et de la vie. Sa bougie commença à faiblir, la cire brûlante coulant sur ses doigts tremblants. Puis, dans un souffle de courant d'air glacial, la lumière s'éteignit brusquement. Il se retrouva plongé dans un noir si absolu qu'il ne pouvait même plus voir ses propres mains. Pendant 11 longues années, le nom de Philibert Aspert fut rayé des registres des vivants. Ce n'est qu'en 1804 que des ouvriers des carrières découvrirent un corps gisant sur le sol humide. Le cadavre était dans un état de décomposition avancée, mais un détail permit son identification immédiate. À sa ceinture pendait toujours ce fameux trousseau de clés, symbole de sa fonction passée au Val-de-Grâce. On décida de l'enterrer sur place, là où il avait rendu son dernier soupir de désespoir. Une stèle fut érigée pour marquer l'emplacement exact de sa tragique découverte. Depuis ce jour, on dit que Philibert est devenu le gardien éternel de ces galeries. Les cataphiles modernes rapportent souvent avoir entendu des pas lourds derrière eux dans le noir. Quand ils se retournent, il n'y a personne, seulement le son lointain d'un cliquetis métallique. Le fantôme de Philibert n'est pas malveillant, mais il semble chercher éternellement la sortie qu'il a manquée. Imaginons un instant l'agonie de cet homme, errant pendant des jours dans un silence de mort. La faim, la soif et surtout cette obscurité qui finit par dévorer la raison. Chaque seconde devait ressembler à une éternité de torture psychologique. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour ceux qui osent braver l'interdiction de descendre ici. Mais attention, car Philibert n'aime pas être dérangé durant ses rondes nocturnes.
On raconte que si vous entendez les clés 3 fois, vous ne retrouverez jamais votre chemin. L'histoire d'Asperte est la preuve vivante que Paris possède un double maléfique sous ses pieds. Un empire où les vivants ne sont que des invités de passage très éphémères. Les registres de l'époque confirment bien l'existence de cet homme et sa disparition mystérieuse. La légende a simplement amplifié le caractère tragique de cette solitude finale. Soudain, l'air dans la galerie semble s'épaissir et devenir glacial. Nos lampes commencent à scintiller sans raison apparente, menaçant de nous laisser dans le noir. Il faut avancer, car rester immobile ici, c'est accepter l'invitation de Philibert. Derrière nous, le bruit des clés se fait plus insistant, plus proche. C'est comme si le temps lui-même se repliait dans ses profondeurs. Philibert n'est que l'un des nombreux secrets que la ville lumière cache sous son bitume. Sa stèle reste là, rappel silencieux de notre propre fragilité face à l'immensité du vide. Nous accélérons le pas, fuyant cette présence invisible qui nous talonne. Mais alors que nous tournons au prochain angle, nous tombons sur quelque chose d'inattendu. Posée sur un autel d'os, une caméra moderne semble nous filmer en silence. Le voyant rouge clignote, indiquant qu'elle enregistre chaque seconde de notre terreur. Qui a bien pu laisser cet appareil ici, au milieu de nulle part? Soudain, un écran s'allume à proximité, projetant une image granuleuse sur le mur. La vidéo montre des gens masqués installant des rangées de sièges dans cette même salle. Nous venons de découvrir l'entrée d'un monde encore plus secret que les tombes elles-mêmes. Sur l'écran, un message apparaît en lettres de sang. La séance va commencer, ne bougez plus. Le message sanglant sur l'écran semble vibrer sous la lumière vacillante des lampes frontales. Le silence qui suit est plus lourd que les tonnes de pierres surplombant nos têtes. Chaque respiration devient un effort conscient dans cet air vicié et chargé d'histoire. Nous nous trouvons au cœur du secteur interdit, là où les cartes officielles s'arrêtent. Soudain, un ronronnement mécanique se fait entendre derrière la paroi de calcaire. En poussant une dalle mal ajustée, un passage secret se dévoile vers une salle immense. Nos yeux mettent du temps à s'habituer au spectacle incroyable qui nous fait face. Des rangées de sièges sculptés dans la roche font face à un écran de fortune. C'est ici que les cataphiles les plus radicaux organisent leurs projections clandestines. Mais le film qui défile actuellement n'a rien d'un classique du 7e art. Les images montrent un homme courant frénétiquement dans un labyrinthe identique au nôtre. Cette vidéo est celle retrouvée en 1990 par un groupe d'explorateurs épouvantés. Le caméraman sur l'écran semble pourchassé par une entité invisible mais omniprésente. Soudain, l'homme sur la vidéo s'arrête et regarde directement vers l'objectif. Il lâche sa caméra et l'image bascule pour nous montrer que le sol poussiéreux. On l'entend crier une dernière fois avant que la bande ne se transforme en neige statique. L'homme n'a jamais été retrouvé, laissant derrière lui ce témoignage d'une descente aux enfers. Nous comprenons alors que le véritable danger des catacombes n'est pas la pierre, mais l'esprit. Ce réseau de tunnels est un miroir où nos plus grandes peurs prennent vie. Il est temps de remonter vers la surface, vers la lumière et le bruit de la ville. Chaque pas nous éloigne des murmures des 6 millions d'âmes qui reposent ici. La fraîcheur de la nuit commence à s'infiltrer par les bouches d'aération lointaines. Nous passons une dernière fois devant l'inscription « Arrête, c'est ici l'Empire de la Mort ». Les mystères que nous avons croisés resteront gravés dans notre mémoire comme ces noms sur les murs. L'histoire de Philibert, de Décure et du concert macabre s'efface derrière nous. Les catacombes gardent leurs secrets pour ceux qui osent s'y aventurer sans respect. Nous atteignons l'escalier en colimaçon, le lien final entre les deux mondes. Le premier souffle d'air pur à la sortie est une renaissance après ce voyage souterrain. Paris s'éveille, ignorant tout du monde silencieux qui s'étend sous ses pavés. Les légendes des voix et du chien noir s'endorment avec l'arrivée du jour. L'Empire de la Mort a refermé ses portes, protégeant ses éternels résidents. Nous ne sommes que des passagers dans cette ville qui a connu tant de siècles. L'équilibre entre la vie en haut et la mort en bas est ce qui fait l'âme de Paris. Notre quête s'achève ici, au milieu des vivants, mais le cœur encore un peu là-bas. N'oubliez jamais que chaque pierre de cette ville repose sur un océan d'ossements. Et si un jour vous entendez un murmure sous vos pieds, ne vous arrêtez pas. Car les catacombes ne sont jamais vraiment vides et elles n'oublient jamais un visiteur.
Les 6 millions de Parisiens souterrains veillent sur la capitale dans un silence éternel. La séance est terminée et l'Empire de la Mort reprend son calme souverain. Ainsi s'achève notre voyage dans les profondeurs de l'histoire et de l'ombre.